Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. L'invitée du jour, c'est Clémentine Audoui. Elle est docteure en égyptologie. Elle a fait sa thèse sur les représentations et les fonctions du sang en Égypte antique et aujourd'hui, elle va nous parler des fluides corporels. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager. C'est parti, on l'écoute. Bonjour Clémentine. Bonjour Laetitia. Merci de te joindre à moi pour cette petite interview. Merci à toi de m'avoir invitée sur ta chaîne, c'est avec plaisir. Et tu vas du coup nous parler d'un truc, j'ai l'impression de dire ça à chacun des entretiens, dont on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent les entretiens, mais c'est vrai, on va parler des fluides corporels. Oui, c'est ça. En Égypte antique. Et commençons peut-être par la question de la perception du sang. Quelle était-elle en Égypte ancienne? Oui, alors en fait c'est vrai que moi mes sujets de recherche tournent autour de la perception des fluides corporels de manière générale. Et j'ai d'abord commencé à m'intéresser dans le cadre de mon master puis de mon doctorat à la perception du sang. Donc c'est ça qui m'a amené ensuite à m'intéresser aux autres fluides. Donc la perception du sang en Égypte ancienne, eh ben, elle est très complexe, très ambivalente. Très mystérieuse aussi, hein. C'est aussi ça un petit peu qui m'a attirée vers ce sujet. Parce que c'est finalement un fluide qu'on va retrouver dans différents types de sources, différents types de documents. On va en apprendre beaucoup sur ces perceptions en étudiant par exemple les papyrus médico-magiques. Bon, j'aime pas trop cette appellation, mais voilà, donc là on va trouver énormément d'informations sur le sang, sur ses fonctions, sur ses dysfonctionnements aussi, parce qu'on a des textes qui parlent de maladies du sang, de problèmes de circulation, de fluides bouchés à l'intérieur du corps, ce genre de choses. Donc là, on a vraiment beaucoup d'informations, mais c'est pas les seuls documents, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser. En Égypte ancienne, il est question aussi du sang dans énormément de textes funéraires. Donc les grands corpus hein, qu'on connaît bien, texte des pyramides, texte des sarcophages, livre des morts, beaucoup de formules parlent du sang. Des textes rituels, religieux également, parce que le sang, c'est notre sang à nous, sang humain, sang de l'homme, sang de la femme, mais c'est aussi parfois le sang des dieux, le sang des ennemis, on a aussi des démons sanguinaires, assoiffés de sang. Donc voilà, il y a toute une thématique de croyances mythologiques très importante. Et puis le sang aussi, son ambivalence, ça réside dans la peur que déclenche la vue du sang. Encore à notre époque, hein, on a peur quand on voit du sang, c'est un petit peu presque instinctif. Il y a des gens qui supportent pas de voir du sang même à la télévision. Parce que le sang, quand il coule, c'est la mort, c'est la douleur, la blessure, la violence. Donc ça existait déjà en Égypte ancienne. Et d'ailleurs, le sang, c'est aussi presque un outil politique, entre guillemets, parce qu'on va l'utiliser dans les textes à caractère politique pour soit mettre en valeur l'armée du roi, soit au contraire dénigrer les armées ennemies, en disant que leur sang est partout sur le champ de bataille, que l'Égypte a vaincu ses ennemis dans le sang, qu'on a maté les révoltes civiles dans le sang aussi. Donc voilà, on a des perceptions du sang qui sont vraiment très hétéroclites finalement. Un sang qui est à la fois bénéfique et à la fois maléfique, qui fait peur et en même temps qui est vital quand même. Donc on a un petit peu tout ça et après aussi une perception du sang encore plus mystérieuse. Je pense que c'est celle qui a trait au sang des femmes et donc plus spécialement à la menstruation bien sûr. Et bah, justement, comment elle est représentée ou comment on en parle de ces règles? Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire que la menstruation, ça a toujours été un sujet tabou. C'est vrai que parfois on le dit peut-être de manière finalement un petit peu rapide, hein, parce que on a des sources en Égypte ancienne qui parlent du sang des règles, qui parlent de la menstruation. On a plusieurs types de contextes qui en parlent. Le premier contexte, peut-être le plus fréquent d'apparition, de mention du sang menstruel, c'est aussi les papyrus médicaux. Papyrus médico-magiques. Il faut savoir que la menstruation ne reçoit pas le même nom que les autres types de sang, entre guillemets, puisque le sang en égyptien ancien, pardon, c'est sénéfou,
le terme sénéfou. Et la menstruation, quant à elle, elle est désignée par le terme esmen. Et donc, déjà, on peut s'interroger un petit peu sur pourquoi on a deux termes différents. Et en réalité, c'est tout à fait normal qu'on ait plusieurs termes, qu'on ait des termes différents, parce que dans nos langues occidentales et modernes, on a aussi une différence de termes. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous, entre nous, tu vois, on parle de menstruation, de règles, on parle pas de sang, réellement. Donc ça a toujours existé, hein. Il n'y a pas qu'en Égypte, aussi en Grèce, à Rome. Et donc en Égypte, voilà, on utilise le terme esmen, qui n'est pas lié au cycle, qui est plutôt lié à l'idée de purification, en réalité, d'action de se purifier. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais au départ, donc souvent on retrouve ce terme esmen plutôt dans les documents médicaux magiques et surtout dans les documents gynécologiques, parce qu'on a beaucoup de formules gynécologiques. Voilà. Donc on peut avoir différents types de formules. Il faut savoir que ça donne vraiment l'impression que le médecin égyptien suit le déroulement des cycles menstruels de ses patientes. Il est important que ce cycle soit bien régulé. Ils ont conscience en fait de ça, hein. Alors, on n'a pas vraiment d'indication sur le nombre de jours. Tu vois, par exemple, nous, on va dire 28 jours. En l'occurrence, déjà, dire 28 jours, c'est tout. Enfin, quand on est une femme, je pense qu'on sait que c'est pas forcément le cas. Ouais, c'est sûr. Ça dure pas 28 jours et enfin, le cycle ne dure pas 28 jours et on n'a pas forcément toutes nos règles pendant 4 jours. Donc en fait, déjà à notre époque, c'est très variable. Et il faut savoir que à l'Antiquité, ça allait encore plus parce qu'on a des facteurs extérieurs qui jouent sur les cycles menstruels. Par exemple, on a le travail. Il faut savoir que les femmes, elles travaillent, hein, elles sont à l'extérieur. On a des conditions climatiques différentes. On a une alimentation différente. On a aussi des jeunes filles qui vivent moins longtemps, mais qui sont mariées, enfin, qui sont unies en tout cas à des hommes plus tôt. La puberté et la vie sexuelle n'est pas vécue de la même manière. Donc tout ça, ça peut jouer sur les cycles menstruels et aussi les grossesses. Parce que contrairement à ce qu'on, enfin, à notre manière de voir les choses, en fait, il n'y a pas de méthode de contraception, ou quelques-unes, mais disons que c'est quand même très difficile. Donc en fait, on tombe enceinte quand même assez régulièrement. On peut avoir beaucoup de fausses couches, mais aussi on peut tomber enceinte vraiment de très nombreuses fois dans sa vie. Ce qui fait qu'une jeune fille n'aura pas forcément ses menstruations tous les mois de manière régulière. Bah, bien sûr. Voilà, ça c'est pas du tout, c'était pas du tout le cas, quoi. Mais bon, donc voilà, dans les textes médicaux, on a quand même ce médecin qui suit le cycle, qui vérifie que tout se passe bien, que le sang s'écoule correctement. Il est très vigilant au sang qui pourrait rester coincé à l'intérieur de la matrice aussi. Ça, on a plusieurs formules où on dit non, il va falloir extirper le sang, le tirer en dehors parce qu'il est coincé à l'intérieur. Voilà, on a beaucoup ce type de formules. On essaye aussi de contrer les hémorragies, parce qu'on se rend bien compte que si ça saigne trop, c'est pas bon non plus. Je pense aussi à une formule un petit peu rigolote. Enfin, rigolote pas vraiment, mais disons originale. Où en fait, on a une femme qui arrive chez son médecin. Visiblement, c'est une jeune femme, en tout cas en âge de concevoir. Elle arrive chez son médecin et elle a des vomissements, elle a des nausées, des bouffées de chaleur aussi. Elle a mal au ventre et elle explique qu'elle n'a pas eu ses menstruations depuis plusieurs années. Et visiblement, le médecin considère que ce n'est pas normal, que ce n'est pas un phénomène naturel. C'est ce qui nous fait dire d'ailleurs que cette jeune femme est probablement en âge de procréer. La ménopause, c'est un phénomène connu des Égyptiens. Donc là, visiblement, c'est autre chose qui joue sur sa santé. Et le médecin, après l'avoir examiné, considère qu'en réalité, tout devrait aller bien. Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un lui a jeté un sort dans son sommeil. Et cette personne qui a jeté un sort a fait en sorte que le sang de cette pauvre femme ne descende plus, mais remonte à l'intérieur de son corps, au point qu'elle a des douleurs absolument partout, qu'elle en vomit, et elle vomit un liquide qu'on appelle hébébet, et c'est un liquide qui normalement est dans l'utérus. C'est un terme qu'on utilise aussi pour les liquides amniotiques. Donc c'est comme si on lui avait jeté un sort et tous ses fluides corporels utérins remontent
et c'est ce qui fait qu'elle est malade. Donc ce texte, il est quand même génial à étudier, je trouve. On voit tout le mystère et toute la magie qui peut entourer un petit peu ce type de fluide qu'on comprend pas très bien. On aimerait bien savoir qui est arrivé finalement à cette dame. Alors apparemment, elle a été soignée. Mais bon. Ah oui. On a mis en place un remède. On met aussi souvent en place, dans ce type de cas, c'est assez intéressant d'ailleurs à noter, c'est que pour soigner, pour guérir les problèmes de flux menstruels, on peut utiliser des remèdes à base de plantes, de minéraux, voire même d'animaux. Mais par contre, quand le problème est vraiment grave, qu'on a du mal justement à déterminer la cause, ou alors qu'on considère que la cause vient plutôt d'une entité surnaturelle, en règle générale, on va souvent faire appel à des divinités. C'est le cas aussi pour les femmes qui se présenteraient, qui saignent abondamment et qui risquent de faire une fausse couche. On a beaucoup d'appels aux divinités. Isis, Horus, Thoth, pour qu'elles viennent aider. Anubis aussi, par exemple. Pour qu'elles viennent aider à éponger le sang et remédier aux problèmes de cycle menstruel ou en tout cas de sang féminin. Est-ce que par hasard, il y aurait, comme c'est le cas aujourd'hui, toujours un peu malheureusement, la question de l'aspect sale ou impur des règles, du sang des règles? Alors ça, c'est aussi une très bonne question parce que comme tu le dis toi-même, comme tu le soulignes, c'est quelque chose qui est encore très présent dans nos sociétés actuelles, cette question de la saleté du sang, de quelque chose qui salirait la femme elle-même. Et on en a beaucoup parlé pour l'Égypte ancienne. On a quelques textes qui ont soulevé la question. D'abord, on a un passage de la satire des métiers, la fameuse satire des métiers, où en fait on vante les mérites de la profession de scribe. Et donc le narrateur critique de manière très forte toutes les autres professions. Et en l'occurrence, on a la profession de blanchisseur. Donc celui qui va laver les linges des villageois, souvent proche du fleuve, au fleuve. Et donc on critique sa profession en disant que c'est vraiment un métier horrible, dégoûtant, parce que alors déjà il est dehors, près du fleuve, il y a de la boue, il y a les crocodiles, mais en plus de ça, il est plongé dans les linges qui sont pleins de sécrétions des gens. Donc on peut imaginer toutes sortes de sécrétions, hein. Et en plus, il est dans le pagne des femmes en menstruation. Sous-entendu qu'en fait, il doit aussi visiblement s'occuper du linge souillé de ces femmes en menstruation. Donc ça a soulevé beaucoup de questions, parce que évidemment on y a vu, c'était un sang impur. Je me demande s'il faut pas aller trop loin. C'est-à-dire que visiblement ce texte met bien en valeur le fait que c'est pas une profession enviable. On est tous d'accord que laver le linge des autres, c'est pas enviable comme profession. Et visiblement, le sang menstruel, oui, il y a une sorte de dégoût, une répulsion, mais qui peut être ressenti aussi vis-à-vis d'autres fluides corporels, comme les excréments, l'urine, la sueur, etc. Mais faut quand même garder à l'esprit que dans ce texte, visiblement, c'est un homme déjà qui nettoie ses linges. Donc ça, c'est quand même intéressant à noter. Qu'en plus, ces linges sont nettoyés avec le reste des autres linges. Donc, il faut peut-être un petit peu nuancer cette question, sachant aussi que, pour revenir un petit peu aux papyrus médicaux dont j'ai parlé, on a, si mes souvenirs sont bons, 2 ou 3 formules où le médecin lui-même va utiliser du sang menstruel de femme pour soigner. Donc en fait, il va lui-même récupérer le sang menstruel de certaines femmes pour en soigner d'autres. Et en plus, il le touche, voire il en badigeonne le corps d'une autre femme. Donc visiblement, il n'y a pas forcément une restriction de contact qui toucherait tous les individus. Je pense qu'il faut bien faire la différence entre ce qui est de l'ordre peut-être d'un dégoût dans la vie quotidienne, mais qui n'empêche pas une certaine manipulation. Et après, une impureté religieuse qui n'apparaît que dans certains domaines, à certains lieux ou dans certains contextes particuliers, en fait. Je pense il faut vraiment faire la différence. Est-ce que, à l'inverse, on peut avoir une sacralisation du sang des femmes par rapport
tout simplement à la possibilité d'avoir de faire des enfants. Alors c'est vrai que souvent, je ne sais pas si vous avez pu voir cette expression dans certains livres d'égyptologie, on va parler du sang glorieux, mais ça va davantage définir le sang de certaines déesses en réalité. Donc moi je pense que finalement ce sang menstruel il va être, comment dire, c'est pas enjoliver le terme, c'est disons que ce sang menstruel il va être mis en valeur pour son côté bénéfique et fertile, mais uniquement transposé à la sphère divine. Tu vois. Par exemple, il y a certaines déesses comme Isis, évidemment, tout le monde, je pense que tu connais bien peut-être le nœud d'Isis, le sang d'Isis. On a d'autres déesses d'ailleurs qui prennent ce type d'attributs. Et donc là, en fait, on va mettre en valeur ce sang menstruel ou ce sang féminin divin qui aide régulièrement les divinités, enfin surtout les morts, à renaître, qui va participer à leur renaissance, parce que le sang, il est très important dans le processus génétique, vu par les anciens Égyptiens, à savoir que c'est le sang de la femme qui met en forme, qui lie, qui unit et qui met en forme les différents éléments dans le fœtus de la mère. Donc en fait, ce sang menstruel, il est quand même vu de manière positive quand il s'agit de la création d'un enfant. On pourrait considérer que en fait, il ne devient ambivalent que quand il sort du corps, tu vois. Mais par contre, quand il est à l'intérieur, il est positif, il est utile. Il est là pour que l'embryon puisse se vivre convenablement. Donc ces fonctions-là, elles vont être transposées aux divinités, comme Isis en particulier, et on va vraiment mettre en valeur uniquement ce rôle positif à ce moment-là. Vraiment, cette déesse, son sang, le nœud d'Isis, qui sert à nouveau à lier les individus, à réunir leurs membres et à leur permettre de renaître. Donc là, on est plutôt dans le côté positif. Mais je pense, moi, je suis convaincue que en fait, cette fonction de liaison et de mise en forme du fœtus, elle était connue des Égyptiens, et ça, c'était c'est une fonction vitale en fait du sang, qui est reconnue, du sang de la femme. Bon, ça reste très similaire en fait à tout ce qui est tabou aujourd'hui au final, parce que effectivement la question de la fertilité, les règles gênent personne quand il en vient à la question de procréation, quoi. Mais effectivement, dès qu'il s'agit de devoir aller acheter des tampons ou des serviettes au supermarché pour rendre service à la copine, c'est pas forcément ou à sa fille d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense que en fait, ce côté fonction génétique, finalement, on en a conscience, mais c'est rarement ça qu'on retient en fait. Ce qu'on va retenir, c'est ce sang impur qui sort, qui touche, enfin toucher, mais pas dans le sens réellement de contact, mais en fait qui touche l'environnement, qui touche les autres, celui dont on parle, qui peut gêner, voilà, c'est ça en fait. Et par exemple aussi à Der El Médine, il est même question du sang menstruel dans des documents administratifs. Et ça c'est très intéressant aussi. En fait c'est ce qu'on appelle le journal de la tombe. En fait ce sont souvent des ostracas où tu sais on a noté en fait les absents au travail. Parce que Der El Médine, donc c'est le village des artisans qui ont construit les tombes des souverains de la vallée des rois. Et donc, en allant au travail, on leur demandait s'ils étaient bien présents, on faisait l'appel, entre guillemets. Et donc, ceux qui étaient absents, on devait noter un motif. Donc, tu as des motifs de règles. Voilà, et le motif, c'était les règles de la femme ou de la fille. Donc, c'était un motif d'absence, ce qui signifie aussi que, du coup, le contremaître, entre guillemets, était au courant, en fait. En tout cas, on lui disait, écoute, je ne peux pas venir travailler parce que ma femme a ses règles, quoi. Donc en fait, c'était connu par la communauté et c'était assumé en tant que motif d'absence au travail. Alors, ça aussi, ça a soulevé beaucoup d'interrogations parce que, en fait, ces motifs d'absence, ils ne sont pas continus. C'est-à-dire qu'on n'a pas un homme qui va être absent 3-4 jours d'affilée. Il va être absent qu'une journée. Et en plus, c'est pas du tout régulier. Parce qu'on pourrait se dire, je sais pas, tel ouvrier, il a une femme et 2 filles. Il devrait être absent la moitié du mois, on dirait. Ouais. Et en fait, non. C'est complètement déséquilibré. En fonction des douleurs, peut-être, ou ce genre de choses. C'est ponctuel. Et en fait, alors on s'est demandé aussi si peut-être c'était pas un accident. C'est-à-dire qu'on s'est demandé si la femme menstruée n'était pas censée s'isoler quelque part.
Et en fait, ces rares absences ponctuelles, ce seraient des accidents. C'est-à-dire que la femme est restée trop près de son mari et ça s'est déclenché, il était là. Ou alors elle a eu trop de douleur, donc du coup le mari a dû rester. En fait, on pense que peut-être que en fait, ce serait ce genre d'explication. Et donc on a sous-entendu que la femme était mise à l'écart. Ok. Mais on en ignore le lieu par contre. Mm. Donc on ne sait pas si c'était au sein du village, est-ce que c'était en dehors du village, est-ce qu'elle devait y aller à chaque fois, ça on ne le sait pas. On n'a qu'un seul texte qui parle de 8 femmes qui se seraient rendues dans un endroit qu'on appelle la place des femmes, à Deir el-Médine. Et c'est tout ce que l'Ostracon dit en réalité. C'est-à-dire il y a 8 femmes, elles vont à un endroit, elles ont traversé un autre endroit, et c'est tout. Donc voilà, donc avec ça on peut faire un certain nombre d'hypothèses, des milliers d'hypothèses différentes sur ce qu'elles faisaient là-bas. Est-ce qu'on les a forcées à y aller? Est-ce qu'elles y allaient de leur plein gré? Quels étaient les rites de purification aussi? Parce que ça on le sait pas non plus. C'était le moment spa du mois. On va se retrouver entre copines avec un petit verre de bière. Mais c'est vrai que tu sais que dans beaucoup de civilisations, en Afrique, il y a encore beaucoup de maisons de femmes, enfin pas qu'en Afrique d'ailleurs, partout dans le monde en réalité ça existe ce type de maison de femmes. Et c'est même revenu à la mode en Europe et aux États-Unis aussi. Hein. Ce qu'on a appelé, je crois que c'est les tentes rouges. Et donc en fait, ce sont des lieux où se réunissent les femmes en menstruation ou qui continuent de saigner après un accouchement. Donc des lieux uniquement féminins où les femmes se retrouvent entre elles. Alors, d'une part pour se purifier, mais d'un autre côté, on peut très bien s'imaginer que ça devient aussi un lieu de sociabilisation entre femmes en fait. Ouais. Donc il y a aussi ce côté-là à prendre en considération. Ouais. Est-ce qu'il y a des changements aux époques plus tardives? Oui, alors justement pour enchaîner un peu avec ce que je viens de te raconter, pour les époques gréco-romaines, on note quand même quelques petits changements. Déjà, cette mise à l'écart dont on vient de parler, qui ne concernait aux époques dynastiques que Deir el-Médine, en tout cas on a des preuves que pour Deir el-Médine aux époques dynastiques. Aux époques gréco-romaines, on commence à avoir plus d'informations. Visiblement, à cette époque-là, on mettait bien à l'écart les femmes, de manière plus généralisée, visiblement. Et ça pouvait être des lieux, soit au sein des villes, soit même carrément au sein des habitations elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y aurait un endroit vraiment réservé aux femmes en menstruation dans la maison. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que dans certains textes religieux, qu'on appelle des monographies de culte, donc ce sont des textes où en fait on va te développer, on va décrire chacune des provinces égyptiennes, avec, en donnant un certain nombre de détails, par exemple sur les prêtres, le dieu principal, la capitale, les arbres sacrés, les buttes sacrées, les serpents sacrés, etc. Et on finit souvent par te donner le nom d'un interdit, ce qu'on appelle bout. Donc l'interdit de la province, ou en tout cas, disons, ce qu'abomine le dieu. Et en l'occurrence, donc aux époques tardives, on a 3 provinces. C'est 17e et 18e province de Haute-Égypte et 10e province de Basse-Égypte, où il est question d'une bout qui est la femme en menstruation. Et donc ce qui est incroyable, c'est que ça n'apparaît que dans ces 3 provinces-là. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est lié aux mythologies de ces endroits précisément, des croyances vraiment régionales? Pourquoi à ces endroits-là la femme est-elle interdite? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la vie de la femme? C'est-à-dire, si elle représente l'abomination du dieu, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elle reste cloîtrée chez elle, justement? Est-ce qu'elle doit quitter la ville? Est-ce qu'elle ne doit pas s'approcher du temple aussi? Parce qu'il y a toute une question du temple aussi. Est-ce qu'elle a le droit de s'en approcher? Est-ce qu'elle a le droit d'entrer? Est-ce qu'il faut qu'elle fasse des ablutions pour pénétrer dans certains lieux? Pour Deir el-Médine, à l'époque dynastique, on s'est demandé aussi si cette mise à l'écart des femmes n'était pas due au fait qu'elles circulaient très proches des tombes, en fait. Donc peut-être que en fait, cette mise à l'écart des femmes, elle est en réalité plutôt liée à une question religieuse ou funéraire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'elles approchent trop des lieux saints ou des lieux de renaissance.
Voilà. Ce serait plutôt ça. C'est fou parce qu'au final, les choses n'ont pas beaucoup changé. Non. Faut dire ce qui est, hein. D'ailleurs, ça s'est peut-être même empiré. Mais c'est vrai que ce genre de choses, c'est ça aussi qui en fait un sujet intéressant, c'est que ce genre de choses, on peut en trouver des échos absolument partout. On en aura en Grèce et à Rome, d'accord, mais on en a aussi au Proche-Orient. Un sujet qui est à creuser aussi, c'est l'influence qu'ont pu avoir les Perses, par exemple, sur ce type de questions. Mais aussi les Hittites. En fait, il faudrait s'interroger vraiment sur toutes les restrictions qui sont liées aux femmes en menstruation depuis la nuit des temps, quoi. Parce qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, finalement, ça reste incrusté, quoi. On a du mal à s'en défaire, hein. C'est vrai que le sang menstruel, il est toujours tabou. J'ai assisté à une journée de conférence, en fait, sur l'utérus à travers les âges. Et déjà, c'était très rigolo parce qu'on n'était que des femmes. Enfin, au départ, il y avait quand même un homme d'invité, puis il a pas tenu les 2 jours de conférence, quoi. Et, et en fait, et bah ouais, parce que en fait, c'est vrai que on dirait que les femmes arrivent à parler de ce genre de choses de manière très ouverte et arrivent à s'interroger sur le pourquoi du comment. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte encore lors de cette journée de conférence que voilà, en fait, par exemple, regarder la pub Nana, il y avait un certain nombre d'hommes qui ça les mettait super mal à l'aise, quoi. Et en fait, ce fameux liquide bleu aussi qui est dans toutes les pubs pour les protections hygiéniques, enfin voilà, ça veut bien dire encore que la vision et la perception de ce sang, c'est pas possible, quoi. Les gens la supportent toujours pas, quoi. Merci beaucoup Clémentine, ça m'a fait très plaisir. Merci Laetitia, moi aussi ça a été un plaisir. Salut! Salut!